Effectivement, je suis chercheuse à l'INRAE de Bordeaux, à l'UMR-SAV, où on travaille sur la santé et l'agroécologie du vignoble. Et depuis 2017, je travaille sur la problématique du dépérissement de la vigne. Et en particulier, je m'intéresse à l'interaction entre l'environnement climatique, en particulier les conditions de sécheresse, le fonctionnement physiologique et hydraulique du cep de vigne et les maladies du bois, en particulier l'ESCA. Donc, je parlerai surtout d'ESCA aujourd'hui. Donc, je vais passer très rapidement sur l'intro parce que Étienne et Vivian ont parfaitement fait l'introduction nécessaire. Donc, juste pour rappeler que le dépérissement touche un grand nombre de plantes pérennes, pas que la vigne, se caractérise par une baisse de productivité et de rendement, conduisant à la mortalité, et c'est dû à un ensemble de facteurs et leurs interactions. Des facteurs climatiques, tout d'abord. Je vais remettre le pointeur, pardon. Des facteurs climatiques et la disponibilité en eau, notamment, bien évidemment, qui interagissent fortement avec des facteurs physiologiques et génétiques, qui peuvent être propres à chaque cépage, par exemple, et notamment le fonctionnement hydraulique, comme on vient d'en parler. Et bien évidemment, tout ce qui est organismes vivants qui interagissent avec la vigne, agents pathogènes et ravageurs, et en particulier, en ce qui nous intéresse ici pour l'interaction avec la disponibilité en eau, tous les agents pathogènes qui infectent le système vasculaire ou qui le dégradent. Alors, le sujet de l'interaction sécheresse-maladie est de plus en plus actuel. On avait fait une petite synthèse en 2016 à l'époque pour l'interaction sécheresse-maladie fongique, alors toutes plantes confondues. Il y avait qu'une à peu près 60 études dans la littérature scientifique qui montraient que plus de 50% de ces études mettaient en évidence une augmentation des dégâts des maladies en conditions de sécheresse. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce résultat est bien dépendant de la biologie du champignon, finalement, du type d'interaction. Donc souvent, c'est propre à chaque pathosystème. Alors, pour mettre plus en évidence encore le lien entre les maladies vasculaires infectant donc ce système vasculaire et le fonctionnement hydraulique, on peut tout simplement regarder les caractéristiques propres du système hydraulique de la vigne. Donc la conduction de l'eau se fait dans les tissus extérieurs dans le tronc, qui sont ceux qui sont connectés au tissu de l'année, la vigne étant un végétal très taillé. On garde en fonctionnement les cernes extérieures du xylème dans le tronc. Et des collègues de Californie ont mis en évidence assez joliment, là, très récemment, avec des colorations, le fonctionnement très sectorisé du système vasculaire de la vigne, bien que tous les vaisseaux du xylème soient interconnectés les uns aux autres. On peut voir avec des colorations que les flux de sève peuvent être très sectorisés. Et ce qui fait un parallèle, je trouve, super intéressant avec le visuel des symptômes de nombreuses maladies du dépérissement, en particulier l'ESCA, qui a une expression très sectorisée parfois sur le cep de vigne, qui plaide encore plus pour une pathologie vasculaire. Alors, quand on s'intéresse au fonctionnement hydraulique, donc vous l'avez compris, qui est vraiment au cœur de cette problématique de dépérissement, puisqu'à l'interface climat-agent pathogène, eh bien, on s'intéresse surtout au dysfonctionnement. Donc, c'est important de le définir. Donc, c'est l'interruption de l'ascension de la sève via l'occlusion des vaisseaux, comme l'a présenté Vivian, d'une part par embolie gazeuse ou cavitation en conditions de sécheresse. Je ne vais pas revenir là-dessus. D'autre part, par des occlusions tylose et gel, en particulier en conditions d'infection fongique. Et parfois, ce sont les pathogènes eux-mêmes, dans certaines pathologies, qui vont boucher également les vaisseaux, ce qui conduit à une perte de conduction de l'eau. Donc, les méthodes de coloration, qui sont extrêmement anciennes, sont une méthode assez simple et efficace pour mettre en évidence ces dysfonctionnements. Et on peut voir, par exemple, lors de l'expression de l'ESCA, on retrouve une bande à l'extérieur du xylème qui ne conduit plus de sève. Donc, nous nous sommes récemment intéressés à l'impact du développement des symptômes foliaires d'ESCA sur le fonctionnement hydraulique du cep de vigne. Et donc, je vais faire illustrer quelques exemples de nos recherches là-dessus.
Donc pour étudier le fonctionnement du système vasculaire, le type d'occlusion présent, et puis si la sénescence foliaire de l'ESCA est unique, ou si on a les mêmes processus par exemple que dans d'autres types de sénescence. On a utilisé un ensemble de technologies que je détaillerai pas en détail, mais vous retrouverez des images de rayons X comme l'a présenté Vivian, et on revient beaucoup à l'histologie également. Rien de mieux que des coupes d'anatomie pour étudier tout ça. Si vous avez des questions sur ces techniques, on pourra en parler. Donc, pour illustrer les résultats, sur des plants donc, avec des symptômes d'ESCA tigré typiques, ce sont des sauvignons blancs, on a pu mettre en évidence avec donc, des rayons X au synchrotron également une perte de conductivité hydraulique, donc c'est le pourcentage de vaisseaux qui ne conduit plus de sève. Et on a vu que dans les feuilles symptomatiques, cette perte de conductivité est très importante. Dans la nervure centrale, elle est de 70%, ici en rouge. Vous voyez les feuilles contrôle qui ont des niveaux beaucoup plus faibles. Elle est de 60% en moyenne dans les pétioles, et on arrive à 30% de perte de conduction dans les tiges de l'année. Ici, vous avez un visuel plus parlant. Ce sont des scans donc cette fois avec une technique optique avec un scanner de bureau qui a été une méthode développée en Australie, où on scanne en fait des limbes de feuilles. Donc en haut, vous avez 2 feuilles vertes, contrôle. En rouge, ce sont les vaisseaux qui transportent efficacement la sève, qui fonctionnent. Et vous pouvez voir en dessous les 6 exemples de feuilles symptomatiques d'ESCA, où on a clairement une perte de fonctionnalité pouvant être totale, très importante. Donc les symptômes d'ESCA conduisent bien à une perte de conduction hydraulique de l'eau. Alors nous sommes intéressés aux causes de ces occlusions. Grâce aux techniques d'imagerie à rayons X, nous avons pu voir que ces occlusions ne sont pas des bulles d'air, comme il avait longtemps été proposé dans la littérature, parce qu'on n'avait pas d'outils finalement pour visualiser tout ça. Donc, on ne savait pas trop. Et donc vous voyez ici en blanc brillant, ce sont les vaisseaux d'une tige qui ont efficacement transporté la sève. Et sur l'autre image, vous pouvez voir qu'il y a très peu, voire pas de vaisseaux noirs qui sont remplis d'air, comme l'a expliqué Viviane précédemment. Mais ici, vous avez que des vaisseaux gris, qui sont en fait donc des vaisseaux qui n'ont pas transporté la sève, qui ne fonctionnent pas, et qui sont obstrués par des tyloses, donc ces invaginations des cellules parenchymateuses autour des vaisseaux. C'est donc la plante qui les produit et qui vient obstruer ces vaisseaux. C'est une réponse de défense de la plante. Et on a pu mettre en évidence que ces tyloses ont entraîné une baisse de la conductivité hydraulique, ici le KS, une baisse par rapport à ce qu'on pouvait attendre en théorie sur la base de la taille des vaisseaux. Donc des conséquences extrêmement importantes sur la capacité de la plante à conduire de l'eau. Alors on s'est demandé si, au niveau des feuilles, en tout cas, ce processus était unique ou si on retrouvait des tyloses dans les feuilles dans d'autres symptômes. Parce que ces tyloses dans les feuilles d'ESCA sont quand même produites à distance du lieu de vie des champignons, qui sont dans le bois, donc c'est quand même une réponse de défense assez originale d'un point de vue, au niveau des plantes. Et donc on a regardé la production de tylose sur des feuilles contrôle, des feuilles d'ESCA, des déficiences en magnésium qui peuvent parfois porter à confusion sur certains cépages, des feuilles en sénescence à l'automne, et puis on a rajouté depuis des feuilles un peu desséchées, vous voyez, fin d'août, septembre, quand ça devient difficile de voir si c'est de l'ESCA ou autre chose. Donc on a ramassé aussi des feuilles un peu desséchées comme cela. Et on peut voir ici sur ce graphique que le seul type de sénescence qui a conduit à un fort niveau d'occlusion, c'est l'ESCA. Donc c'est vraiment une signature, un marqueur qu'on retrouve uniquement pour cette pathologie. Bon, on a fait que cette pathologie, mais sur les autres symptômes, on va dire de carence ou de sécheresse ou sénescence, on ne les retrouve pas ou très peu. Donc voilà un peu c'était pour vous introduire un peu l'interaction entre le fonctionnement hydraulique de la plante et une maladie vasculaire comme l'ESCA. Donc je ne repasse pas là-dessus. L'idée maintenant, c'était d'aller voir quelle interaction on avait avec le besoin en eau de la vigne, la disponibilité en eau de la vigne. Donc ce type d'expérimentation, c'est très difficile de le faire au vignoble. C'est difficile d'avoir des parcelles en stress hydrique, des parcelles bien arrosées, etc.
Ne pouvant pas inoculer, reproduire les symptômes foliaires sur des jeunes boutures d'esca, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on a contourné ce problème en arrachant des cèpes âgés d'un vignoble qu'on a transplanté en pot grâce à un collègue passionné de bonsaï qui a mis au point tout un protocole. Et donc on a maintenant une centaine de cèpes âgés de 30 ans en pot, et ces cèpes réexpriment des symptômes d'esca avec la même incidence que ce qu'on avait au vignoble. À peu près 30%, on avait choisi un vignoble assez impacté. Donc c'est du Sauvignon blanc. Et donc ça nous a permis de faire des expérimentations de stress hydrique contrôlées, puisqu'on peut contrôler l'apport en eau exactement et les transporter dans différents laboratoires également. Donc nous nous sommes posé différentes questions. Par exemple, si la sécheresse et le dysfonctionnement hydraulique qu'elle peut induire à très bas potentiel hydrique, si cette sécheresse pouvait aggraver le dysfonctionnement hydraulique déjà causé par l'ESCA. Donc que se passe-t-il au vignoble si on a une sécheresse tardive une fois que les symptômes se sont déjà exprimés? Et puis on s'est demandé comment la disponibilité en eau interagissait avec le niveau d'expression, le développement des symptômes foliaires. Donc là, j'ai voulu rajouter des résultats qu'on vient juste d'obtenir là, cet été, où on a attendu que les cèpes en pot expriment des symptômes foliaires pour couper complètement l'irrigation. Donc on a arrêté de les arroser, avec bien sûr des contrôles qu'on arrose à la capacité au champ. Et ce qu'on a pu observer dans un premier temps, c'est que cet arrêt d'irrigation n'a pas entraîné de dessèchement rapide et soudain, donc d'apoplexie, sur les plants qui avaient des symptômes d'ESCA. Par contre, on a bien observé sur les plants de contrôle, donc qui étaient entièrement vertes, un dessèchement assez rapide et corrélé à la baisse du potentiel hydrique. Mais les plantes d'ESCA, elles allaient plutôt beaucoup mieux. Donc, pour vous montrer les résultats de potentiel hydrique, vous voyez qu'en début de stress, avant l'arrêt de l'irrigation, on n'a aucune différence de potentiel hydrique entre les plantes symptomatiques d'ESCA et les contrôles. Donc pas d'impact de l'ESCA sur le potentiel hydrique. Et lorsqu'on arrête d'irriguer, donc les plantes avaient à peu près les mêmes surfaces foliaires, les plantes contrôle ont une chute assez vertigineuse, forcément on n'a pas du tout arrosé, du potentiel hydrique qui arrive aux niveaux les plus bas, qui induisent la cavitation donc, dans les pétioles, et donc vous voyez ici un dessèchement foliaire très important. Alors que pour les plantes d'ESCA, la chute du potentiel hydrique a été beaucoup plus lente, beaucoup moins rapide. Elles ont mieux toléré cet arrêt de l'irrigation, puisque finalement, avec ces symptômes foliaires, la transpiration du feuillage est moindre et amoindrie. Il y a une demande en eau beaucoup moins forte, et donc la baisse du potentiel hydrique a été beaucoup plus lente. Donc plutôt une meilleure tolérance au stress hydrique. On a ensuite fait l'inverse, on a appliqué un stress hydrique sur une partie de nos plantes, mais en tout début de saison, quand elles étaient toutes encore vertes avant qu'il y ait de symptômes, encore sur du Sauvignon blanc. Donc on a maintenu des plantes, ici c'est du potentiel de base sur ce graphique, et à droite vous avez une relation entre le potentiel foliaire à midi et le potentiel de base. Donc, au niveau des potentiels de base, vous pouvez voir un lot de plantes qui est maintenu en état non stressé, donc des valeurs autour de 0, pendant 3 mois. L'étude a duré 3 mois. Et un lot de plantes qu'on a maintenu à des potentiels de base autour de -1 mégapascal. Donc c'est assez sévère si on reprend la présentation de Vivian. Alors, c'est des niveaux de stress qui n'induisent pas de cavitation, mais qui induisent une très forte fermeture stomatique, donc une baisse drastique de la transpiration. Donc on les maintient dans ce niveau de stress. Donc le premier résultat qu'on peut voir ici, c'est que les points rouges, ce sont les plantes symptomatiques d'ESCA, que vous voyez ici dans la serre. Et on peut voir qu'encore une fois ici, il n'y a pas d'impact du développement des symptômes d'ESCA sur le statut hydrique au niveau des feuilles. Ensuite, le résultat marquant de cette étude, qu'on a réalisé 2 années, 2018 et 2019, a été qu'aucune des plantes maintenues à ce niveau de stress hydrique n'a exprimé de symptômes foliaires. Contrairement aux plantes qu'on arrosait de manière optimale, qui ont eu l'incidence un peu attendue de 30%, qui était celle du vignoble d'origine.
Donc ce résultat, qui était surprenant au départ, nous révèle que donc il y a une forte interaction antagoniste entre le niveau de sécheresse qu'on a appliqué et le développement de l'ESCA, ce qui révèle que le statut hydrique de la vigne joue vraiment un rôle clé dans le développement des symptômes et suggère un rôle potentiel, bien sûr, du coup, des conditions climatiques ou du sol, de l'endroit dans lequel sont plantées les vignes. Donc pour compléter cette approche expérimentale, nous conduisons aussi des approches, alors j'ai mis régionales, mais plutôt on va dire d'analyse de données et de modélisation statistique entre des notations de symptômes au vignoble et puis des données climatiques. Donc le but de ces travaux, c'est d'étudier le rôle, la contribution relative des facteurs climatiques à l'expression de l'ESCA, tout en prenant en compte les variables agronomiques. Donc pour une première approche, nous avons eu la chance de récolter 2 jeux de données, un de Pascal Lecomte d'INRAE et un de Philippe Larignon de l'IFV, qui avaient tous deux réalisé des notations en moyenne toutes les 2 semaines sur un ensemble de vignobles, sur 50 sites. Donc on obtient, ici c'est un exemple pour le vignoble de Coinces à Bordeaux, on obtient une incidence qu'on peut recalculer à la semaine, comme ça. On peut voir que le maximum c'est mi-juillet à peu près. Et donc pour chaque vignoble, on a des courbes comme ça d'expression de symptômes au cours de la saison. Et donc ça nous a permis, à l'aide des variables climatiques Safran, donc ce sont des mailles de 8 km, où on récupère toutes les données climatiques et certains indicateurs. Ça nous a permis de réaliser une approche de modélisation statistique pour étudier la contribution du climat à la variabilité de l'ESCA. Donc on a pu voir qu'en moyenne, le climat expliquait 20 à 40% de cette incidence hebdomadaire sur le jeu de données. Quand on rajoutait dans le modèle le site, l'âge de la parcelle, le cépage, on arrivait jusqu'à expliquer 80% de la variabilité de l'incidence. Donc voilà, on a estimé que c'était assez prometteur comme approche. Et donc ici, je présente, je ne rentrerai pas dans le détail, hein, c'est un classement de la contribution relative de chaque indicateur climatique étudié. Et je vous ai juste mis en évidence les 3 variables qui arrivent en tête, qui nous indiquent qu'il y a une plus forte expression de l'ESCA, donc hebdomadaire, si dans les 2 à 4 mois précédents, on a un sol profond avec une humidité importante, donc sol profond humide, une forte évapotranspiration du couvert végétal et plutôt un faible déficit atmosphérique, un faible VPD. Donc c'était plutôt concordant avec l'approche expérimentale qu'on avait conduite. Et juste pour illustrer une interaction qui est un peu plus bas là, dans les variables en noir, qui est assez sympathique, pardon. On a pu voir dans ces résultats que l'incidence de l'ESCA était positivement corrélée à la température moyenne des 2 mois précédant l'expression, mais uniquement lorsque l'humidité du sol était supérieure à la moyenne, ce sont les points en rouge. Lorsque l'humidité du sol est plutôt faible, l'incidence hebdomadaire était aussi dans le bas du graphique ici plutôt faible et non impactée par la température. Donc ça aussi, on a trouvé ça assez intéressant. Et donc, on a décidé de continuer ces approches de modélisation en lançant un projet à une échelle différente, qui s'appelle Climesca, donc financé par le plan dépérissement, dans lequel on a collecté le plus de données maladies du bois possible dans la plupart des observatoires à l'échelle nationale, afin de les coupler à les variables agronomiques qu'on a pu obtenir, notamment l'âge de la parcelle et le cépage, et les données climatiques modélisées. Donc, grâce à un ensemble de partenaires techniques qui ont fourni ces bases de données, le jeu de données couvre à présent l'ensemble des régions viticoles. Donc, il y a plus de 10 000 couples parcelles années, ça couvrira une vingtaine d'années. Donc ça nous permettra déjà de pouvoir avoir une idée de l'incidence de ces maladies dans les différentes régions selon les cépages. Et bien sûr, avec des collaborations avec des biostatisticiens, nous essaierons de pouvoir
comprendre quels sont les facteurs qui conduisent aux variabilités d'expression d'ESCA. Donc pour conclure, je voulais juste rappeler le rôle des facteurs multiples et de leurs interactions dans toutes ces problématiques. La disponibilité en eau peut impacter directement les communautés microbiennes, particulièrement, on étudie celle du bois, et la virulence des agents pathogènes, ça c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier actuellement sur nos expérimentations de sécheresse. Ensuite, évidemment, l'effet indirect sur les communautés microbiennes peut être dû à l'état physiologique de la vigne, fortement impacté par la disponibilité en eau, statut hydrique, mais également métabolisme. Et l'enjeu sera vraiment à présent d'intégrer ces connaissances pour un ensemble de cépages, bien sûr, différentes maladies et différents stress climatiques également. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.